Bonjour à toutes et à tous. Hyper heureuse de vous retrouver pour ce nouveau live. Merci beaucoup Audrey d'avoir accepté. Merci pour cette invitation, c'est génial, bravo. L'idée de ce live, c'est que ce soit interactif. Donc surtout, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser toutes vos questions à Audrey et à nous dire aussi d'où vous nous écoutez et pourquoi vous êtes là. Est-ce que c'est par curiosité? Est-ce que c'est parce que vous voulez vous aussi vous lancer dans l'entrepreneuriat? C'est toujours intéressant de savoir ce que vous avez en tête. Et pour commencer, Audrey, est-ce que tu peux nous raconter un peu dans les grandes lignes, parce que sinon c'est vrai que ça pourrait durer tout le live, dans les grandes lignes ton parcours et comment tu es arrivée à être cette femme entrepreneuse dans la femtech que tu es aujourd'hui? Oui, alors écoute, justement dans les grandes lignes, sinon j'ai enregistré des podcasts, donc vous pourrez tout savoir. Dans les grandes lignes, moi en fait, je viens de l'industrie de défense, donc j'ai passé 10 ans dans l'industrie de défense, de technologie, et en fait, j'étais pas vouée particulièrement à entreprendre dans la santé. Moi, je voulais entreprendre pour les femmes, c'était quelque chose que j'avais au fond de moi, et en fait, j'ai été un peu percutée par ma césarienne d'urgence que j'ai mal vécue, et j'ai cherché en fait des produits, des accompagnements, de l'information, et j'ai pas trouvé. Donc voilà, ça a un peu mûri dans ma tête. Et après avoir rentré un très gros contrat dans mon ancienne boîte, je me suis lancée en fait. J'ai tout quitté pour lancer One Lead Woman parce que l'urgence en fait de répondre à ces besoins qui étaient aussi forts était trop forte. Et surtout, entre-temps, j'avais lancé un questionnaire et je m'étais rendu compte que les chiffres étaient comme dingues. C'est-à-dire que les césariennes, c'est une femme sur 5, c'est 150 000, mais il y a aussi plein de femmes qui sont opérées au niveau abdominal. Je parle abdominal parce que mon obsession, c'était de faire en sorte qu'on puisse retourner travailler, donc de s'habiller, et donc c'était plutôt au niveau chirurgie abdominale, et c'est plus de 200 000 femmes par an qui sont opérées. Et si tu prends toutes les douleurs gynéco, tous les problèmes de peau, les femmes qui trouvent pas de lingerie confortable aussi, qui donc ne peuvent pas s'habiller, c'est 16 millions de femmes. Et donc en fait, avec ce constat, j'ai fait allez, il faut que j'y aille. Et donc j'ai quitté mon ancien job et j'ai créé One Lead Woman, j'ai créé ma startup donc en femtech. Génial. Alors, j'ai plein de questions évidemment et je pense que tout le monde en aura beaucoup. Est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer en quoi consiste ton entreprise? Qu'est-ce que tu fais? À quels besoins tu réponds? Alors aujourd'hui, Branded Women, donc c'est la première startup femtech, donc la tech au service de la santé de la femme, qui est engagée, qui innove pour le confort des femmes au quotidien, en post-opératoire, en postpartum avec des cicatrices, donc césarienne, épisiotomie et autres cicatrices qui peuvent invalider, ou comme je disais, des problèmes qui font qu'au niveau abdominal, on est douloureuse et on ne peut pas s'habiller. Et donc, on répond avec des services et des produits. Donc, on répond avec la première lingerie innovante que vous voyez derrière moi, qui a été justement créée pour le confort des femmes qui ont des cicatrices abdominales, pour pouvoir se rhabiller, qui prend soin de la peau, qui aide à cicatriser, qui est thermorégulante, qui permet de gérer aussi tout ce qui est le post-opératoire immédiat, puis ensuite la transpiration. En fait, ça va être une lingerie qu'on va porter à l'hôpital et qu'ensuite on va porter tous les jours jusqu'à temps on se sente de porter autre chose. Je dois vous dire que le confort est tellement dingue qu'on n'a pas envie de reporter autre chose après. Mais voilà, c'est sur la durée, c'est du soulager une douleur immédiate et puis ensuite du confort sur la durée. Les modèles noirs sont aussi des maillots de bain parce que l'idée justement, tu vois, quand tu entreprends et que tu crées, à partir du moment où tu produis aussi de la pollution. Et donc l'idée c'était de faire mieux mais moins. Donc c'est pour ça que les modèles sont en post-opératoire immédiat dans la durée, mais sont aussi des maillots de bain puisque les tissus est aussi anti-UV pour protéger de l'altération du soleil et en fait ils sont aussi anti-UV pour être portés en maillot de bain. Et puis des services, qui est chapeauté par Wounded Women Care, ça c'est Wounded Women Underwear. Et la partie service s'adresse aux femmes, donc avec des ateliers, des workshops et bientôt des outils digitaux pour pouvoir prendre soin d'elles. Il y a déjà plein de choses sur notre site internet, il y a plein de choses sur nos réseaux sociaux, justement pour savoir quel parcours de soins je peux mettre en place pour moi, quel professionnel je peux aller voir. Des outils et des workshops pour les professionnels de santé qui ont envie de mieux comprendre en fait ces parcours. Donc, par exemple, j'ai beaucoup de demandes de kinés, d'ostéopathes, je dirais de médecine holistique aussi de ville qui veut mieux comprendre le parcours et dans quel écosystème, dans l'écosystème, à quel endroit ils sont du parcours et comment ils peuvent réorienter les femmes. Peut-être par exemple leur parler d'un psychologue si elles sentent qu'elles vont mal, peut-être leur parler justement s'ils sont pas kinés de kiné, il faut mobiliser les tissus. Enfin voilà, c'est très complet. C'est ce qu'on appelle l'approche intégrative du soin. Et dans cette démarche intégrative de Wounded Women Care, il y a aussi aider les entreprises à réintégrer dans l'entreprise
des femmes qui ont eu des cicatrices comme celle-là, bon ça c'est pas une césarienne, je vous rassure, c'est une laparotomie verticale, ou une césarienne, ou en tout cas qui ont un parcours de soins comme ça, physique, qui est vraiment douloureux, peut-être aussi psychologique. Comment on réintègre les femmes dans l'entreprise? Comment on y va tranquillement? Quel parcours d'onboarding on me leur propose? Donc on travaille avec les RH et les médecines du travail. Donc voilà, tout ça c'est Wounded Women Care, Wounded Women Underwear. Donc on est vraiment sur l'accompagnement global des femmes en soins, en produits, en services. Et puis on a aussi un podcast pour rompre l'isolement et faire que les femmes puissent partager leur expérience, donner leurs tips à d'autres femmes qui vivent la même chose dans la maladie, dans encore une fois la césarienne, voilà. Donc et nos pros de santé, parce que j'ai un board de 12 pros de santé, ils interviennent aussi dans le podcast, dans nos workshops, voilà. C'est main dans la main avec les femmes et les pros de santé. Waouh, bravo. Merci. Bravo déjà pour tout ce que tu fais pour aider les femmes, effectivement, sur une thématique qui est encore un peu absente des radars. Je vois que les premières questions arrivent. Il y a Marianne Petit qui demande s'il y a un démarchage auprès des mutuelles pour aider à la prise en charge. Alors tout à fait. En fait, quand on entreprend dans la santé, ce qui est compliqué, c'est que on vend. Enfin là, en l'occurrence, on innove. L'innovation, ça a un coût. Faut aussi se rendre compte que, parce qu'on parle d'entrepreneuriat, donc je relie aussi ça au fait d'entreprendre. Bah voilà, on innove. Moi, personnellement, au départ, je me suis autant financée. Donc voilà, moi, je mets toutes mes économies dans cette innovation. J'ai ensuite eu quelques subventions. L'innovation a un coût et effectivement, on n'est pas forcément toujours dispositif médical parce que c'est pas toujours nécessaire, c'est pas toujours obligatoire, et que les dispositifs médicaux permettent pas forcément toujours une couverture qui va être vraiment intéressante pour les patientes. Donc là aujourd'hui, je démarche des mutuelles pour justement plusieurs mutuelles justement pour pouvoir prendre en charge une partie de la lingerie qui du coup, comme j'expliquais, a un coût forcément puisque le coût de développement et de production est élevé, et justement pour permettre aux plus petits paniers aussi de pouvoir s'offrir cette lingerie qui est d'utilité publique, je sais, mais qui a un coût. Et donc voilà, je voulais aussi reparler un peu de cette démarche d'entrepreneuriat parce que pour des fois les gens pensent que c'est un peu facile, tu sais, en claquant des doigts, les choses se font vite et en fait c'est complexe. Moi, personnellement, en t'écoutant, je me dis waouh, tu soulèves des montagnes. Je me dis pas c'est facile. Euh, il y a dans le chat les questions qui arrivent, et qui étaient aussi évidemment une de mes questions, c'est est-ce que tu as enfin, comment tu fais et est-ce que tu as des conseils pour savoir comment faire au démarrage, comment se lancer, parce que j'imagine que c'est une grosse décision de se dire j'arrête mon travail d'avant, qui en plus était très différent de ce que je comprends, et je me lance dans l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe? Ouais, alors en fait, c'est vrai que c'est différent, mais en réalité, tu vois, l'engagement, il est très similaire. C'est-à-dire que moi, j'étais dans l'industrie de défense, donc tu es sur innover pour protéger. Finalement, là, je suis innover pour soulager. Donc, disons que dans les valeurs et l'engagement auprès du prochain, ben, de la société, il est quand même très proche. Après, effectivement, bon, c'est pas les mêmes produits, c'est pas les mêmes innovations. Et puis, en plus, entreprendre en santé, c'est très spécifique. C'est vraiment un entrepreneuriat spécifique. Tu vois, ce matin, je voulais faire un débrief de Vivatech où j'ai eu la chance d'avoir été invitée sur le salon. Donc, j'étais invitée par Vivatech pendant une semaine dans l'allée à Impact. Donc, en fait, j'étais très visible. Franchement, j'ai dû présenter la boîte 300 fois par jour. Les gens étaient touchés. Les femmes ont même acheté parce qu'en fait, elles se sont dit, mais mon Dieu, mais j'en ai besoin. Les femmes ont pleuré. J'ai des hommes qui étaient hyper émus. C'était une semaine dingue. Et je voulais faire le débrief. Et en fait, j'ouvre et le premier post sur lequel je tombe, c'est une entrepreneur en Femtech qui dit qu'elle ferme sa boîte. Parce qu'au bout de 3 ans, bah, manque de financement, elle ferme sa boîte. Et tu vois, c'est aussi ça la réalité de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'en fait, tu as testé ton idée, tu te fais incuber, c'est très important, il faut être bien entouré, donc il faut trouver un incubateur qui correspond bah, voilà, aux valeurs. Est-ce que c'est un incubateur d'impact? Est-ce que dans mon cas, c'est un incubateur peut-être plus féminin à impact, peut-être santé? Voilà, il faut se faire incuber pour se faire entourer. T'essaies d'avoir des subventions. Faut savoir que c'est pas facile, hein, les subventions, c'est pas en claquant des doigts. Enfin, les gens disent ouais, t'as une subvention, mais en fait, c'est vraiment tout ça, c'est des dossiers, c'est long, il y a rien de simple en fait. C'est faisable, mais c'est pas simple. Et à un moment donné, bah, il faut un business model qui te permette aussi de faire du chiffre d'affaires. Moi, aujourd'hui, par exemple, je fais du chiffre d'affaires, mais je ne me paye toujours pas. Et en fait, c'est une balance à établir par rapport à ton foyer aussi. Tu vois, moi, voilà, j'ai un mari, j'ai 2 enfants, j'ai une maison à payer. Donc, tu fais aussi ton plan, ton business model à toi personnel. Tu sais que tu vas pas avoir te payer au début. Tu fais ton business model de boîte et tu regardes combien de temps tu peux tenir
en fait, sans te rémunérer, en entreprenant sans te rémunérer, et tu fais tout pour que rapidement tu fasses du chiffre d'affaires, rapidement tu aies suffisamment de subventions. On dit souvent qu'une boîte qui n'a pas de clients, bah, c'est une asso. Donc, il faut avoir rapidement des clients, même si sur des premiers produits, pour avoir des retours, pour itérer, pour améliorer. Moi, typiquement, ce produit-là, c'est un premier produit. C'était pas le produit vraiment que j'avais en tête. Je voulais aller encore au-delà. Seulement, ça aurait demandé jusqu'à 3 ans de développement et c'était pas possible. Donc, quand on veut se lancer, il faut étudier son marché. Il faut comprendre à quel pain, donc quelle douleur sociétale on répond. Il faut se faire incuber, il faut challenger. Moi, je suis contre de dire qu'il faut parler de son idée à tout le monde. C'est pas vrai, surtout quand on innove et qu'on se positionne sur des sujets spécifiques. C'est pas le monde des bisounours, donc il faut pouvoir aussi en parler aux bonnes personnes. Si vous avez besoin d'en parler à certaines personnes, vous leur faites signer des contrats de confidentialité, des accords de confidentialité. Là, oui, mais d'en parler comme ça, de manière ouverte, moi, je suis assez contre. Et j'ai malheureusement beaucoup de femmes autour de moi qui se sont fait voler leurs idées. Donc voilà, il faut se protéger, penser à l'API, s'entourer et challenger son idée, mais avec les bonnes personnes. Voilà. Et l'entourage ne compte pas. Challenger son idée avec l'entourage ne compte pas. Il faut challenger son idée avec des gens qui ne nous connaissent pas et qui sont dans les environnements qu'on cible. Voilà. Passionnant. Merci beaucoup pour tous les conseils. J'ai beaucoup rencontré d'entrepreneurs et tu as un angle un peu différent, donc c'est chouette. Ça permet de, comme tu dis, par exemple, protéger son idée. Il y a trop de mauvaises histoires. Je vois dans le chat que les questions arrivent. Est-ce que ton idée de départ, elle a beaucoup changé par rapport à ton entreprise aujourd'hui? Ouais, super question. Alors, mon idée de départ n'a pas changé. En revanche, mon positionnement, la façon d'en parler, les termes, etc., évolue. Et ça, c'est quelque chose où il faut vraiment se laisser se foutre un peu la paix. C'est-à-dire avoir son idée au départ, avoir comment tu présentes ta société, mais se dire que ça peut évoluer et pas se figer. Par contre, du coup, quand tu déposes ta marque et que tu te protèges, du coup, il faut choisir des catégories. Et là, moi, je recommande de voir large. Quitte à payer un peu cher, parce qu'on paye par catégorie, mais il faut voir large parce que ça va nous protéger de manière globale autour de ce nom de marque. Et ça veut dire que si tu as envie un petit peu d'évoluer, de rajouter des choses, tu es déjà protégé. Bon, tu peux le refaire, mais disons que si tu veux sauver un peu d'argent, c'est pas mal. Et, les pivots, j'en vois beaucoup. Moi, par exemple, au départ, j'étais B2C, très fortement B2C. Clairement, moi, j'ai beaucoup de B2B. Aujourd'hui, le B2B, pour moi, arrivait après, alors qu'en fait, je me rends compte que le B2B aurait pu arriver beaucoup plus tôt. Donc, je vends à des pharmacies, je vends à des boutiques de bien-être pour la lingerie. La partie, pareil, tout ce qui est outils digitaux, pour moi, au départ, c'était beaucoup à destination des femmes. Et en fait, j'ai beaucoup de demandes de professionnels de santé. J'ai beaucoup de demandes de professionnels qui sont dans la périnatalité, qui ne sont pas forcément de santé, mais qui accompagnent et qui ont besoin d'en mieux en connaître. Donc, peut-être ouvrir les chakras au maximum, ne surtout pas s'auto-censurer et sans s'éparpiller, quand même se laisser un temps d'idéation suffisant sans tout de suite se renfermer dans une niche. Par exemple, là, on voit des cicatrices. Clairement, la lingerie aujourd'hui, elle n'est pas utilisée que pour des cicatrices. C'est vrai que si je veux taper fort et que je veux avoir un impact fort, je vais d'abord parler des cicatrices, mais je vais quand même parler du reste ensuite. Voilà. C'est aussi comment on hiérarchise et à qui on parle aussi dans la manière de présenter aussi sa société. Super intéressant, merci beaucoup. Tu parlais d'un incubateur. Oui. Comment ça se passe pour être incubé et comment tu fais pour vivre si tu n'as pas encore de salaire? Ouais. Alors, moi, ce que je recommande au maximum, c'est de discuter avec son employeur d'une rupture conventionnelle pour pouvoir toucher droit au chômage. Quand on touche les droits au chômage, on peut tout de suite se déclarer en tant que futur entrepreneur. Il y a aussi des gens qui reprennent des boîtes. Hein. C'est pas que créer sa boîte, ça peut être aussi reprendre une activité. Typiquement, dans les boîtes qui ferment, là, que j'ai appris ce matin, il y en a une qui demande à revendre sa boîte. Donc, ça peut être aussi reprendre une société. On peut clairement en parler directement avec son employeur, dire que c'est vraiment un projet personnel et là, du coup, créer une rupture conventionnelle. Et après, avec Pôle emploi, ils vont le savoir. Donc, quand il y a des appels à projets, je réponds à la deuxième question. Quand il y a des appels à projets d'incubateurs, ils vont vous le dire, donc vous allez les recevoir. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et après, c'est se rapprocher des sites de la Chambre de commerce, de BPI, etc., qui recensent un peu aussi les incubateurs qui existent. Mais après, voilà, je ne vais pas vous mentir, il faut aussi un peu chercher. C'est comme les candidatures de concours en fait annuels. Faut réussir à se faire un peu un planning on sait que de février à, je sais pas moi, à novembre, il y a tous ces appels d'offres, tous ces appels à projets qui vont sortir.
Il y a des endroits où c'est résumé, mais finalement assez peu. Donc, les incubateurs, c'est pareil, par domaine, il faut un petit peu chercher. Mais après, voilà, bon, il y a des très connus, il y a Station F. Dans l'entrepreneuriat féminin, il y a Willa, que je vous recommande, qui est un super incubateur. Il y a dans l'impact, il y a La Ruche. Enfin, voilà, il y en a vraiment beaucoup. Et il suffit de regarder un peu sur le net. Et après, c'est des appels à projets. On candidate pour rentrer dans des programmes. Ok, super. Merci beaucoup pour tous les conseils. Il y a une question de Bérangère. Combien de personnes travaillent aujourd'hui dans ta start-up? Et il y avait aussi la question de Émilie qui était, est-ce que tu avais une associée ou est-ce que tu es seule? Ouais. Alors moi j'ai entrepris seule parce que j'ai pas rencontré d'associé au moment où je me suis lancée. Que en fait pour tout dire j'étais enceinte de mon deuxième enfant quand je me suis lancée, donc en fait j'avais le tic-tac de rapidement valider mes matières, etc. pour que en postpartum je n'ai qu'à valider mes prototypes. Donc moi je me suis mis un timing très serré, j'ai énormément travaillé, je travaillais jusqu'à mon accouchement, donc forcément ça laissait pas la place aussi à rencontrer un associé. Aujourd'hui j'ai pas rencontré quelqu'un avec qui m'associer, donc je suis vraiment solo founder comme on dit. Et justement, quand on est solo founder, ben, on se paye pas. On essaie de dégager du chiffre d'affaires rapidement avec des produits de qualité. Mais voilà, il faut rapidement avoir un chiffre d'affaires, avoir une activité. Et ben, il faut avoir assez de fonds pour embaucher. Donc ça, c'est le nerf de la guerre. Moi, j'en suis dedans. Ça fait 1 an que One Woman fait du chiffre d'affaires et est commercialisé. Donc là, je vais attendre pour la rentrée 1 ou 2 stagiaires. Et ben, justement, je sécurise des fonds pour avoir une alternante ou un alternant. Je dis alternante parce que j'ai reçu beaucoup de demandes d'alternantes et qu'il y a beaucoup de super candidates. Mais voilà, on ne peut pas embaucher tout de suite à moins de lever des fonds très vite. Et lever des fonds très vite, il faut avoir des KPI à montrer. Pour avoir des KPI à montrer, il faut faire des chiffres d'affaires. Donc, c'est un peu, voilà, c'est le serpent qui se mord à la queue. Ouais. Il y a une question d'Amina sur le service client. Comment ça se passe? Comment tu gères cette partie? Alors, le service client, bah, ça fait partie. Pardon, il y a la fille qui vient de s'ouvrir. On dirait une publicité, tu sais, d'un coup, comme dans un film. Le service client, c'est un point capital, en fait, aujourd'hui, de Wounded Women, puisqu'on est sur l'accompagnement de femmes qui sont en souffrance. Donc aujourd'hui, j'ai mis quelques process en place. On peut utiliser des petits logiciels, des petits outils qui en fait systématisent des réponses. Et donc ça permet juste d'avoir à customiser un ou deux tout petits points et de pouvoir justement bien suivre le service client. Mais typiquement dans les embauches, un des premiers postes, ça sera le customer care parce que on a vraiment besoin d'avoir un service client très très affiné et le meilleur possible. N'hésitez pas, il nous reste 10 petites minutes, n'hésitez pas dans le chat à poser vos autres questions pour Audrey. Mais bon, sinon, moi, j'en ai des tonnes. Euh, pour toi, aujourd'hui, quels sont ce qui t'épanouit, ce qui t'énergise dans ton métier, les plus et les choses plus difficiles, parce que c'est important en coulisses, donc tous ces live métiers, de aussi donner la réalité terrain et aussi enlever les fantasmes, hein, parce qu'entrepreneur, ça fait très rêver. Est-ce que tu peux un peu nous dire les plus et les parties plus dures pour toi? C'est subjectif évidemment, mais c'est super d'avoir ton éclairage. Ouais, alors je vais essayer de répondre en 2 minutes. Alors déjà, j'en profite pour dire que j'ai justement enregistré un podcast avec Ambeline Baker, qui s'appelle Vérité, qui sort mercredi prochain. Et c'est exactement là-dessus. C'est là-dessus. Enfin, elle a été super parce qu'elle m'a fait parler de trucs que j'avais même moi-même pas réfléchi à ça. Donc ça peut être intéressant s'il y en a qui veulent aller écouter. Sur justement entreprendre en santé. L'entrepreneuriat, moi j'ai été incubée à Station F par exemple, c'est vrai qu'on a un peu ce fantasme de Steve Jobs, le t-shirt, la veste et les baskets. Je vous rassure, c'est vrai, ils sont tous comme ça. c'est l'uniforme. Mais c'est extrêmement difficile. En fait, entreprendre, c'est prendre un risque énorme. On prend un risque financier, on prend un risque personnel parce qu'on fleure le burn-out en permanence. Alexandre Dana, le fondateur de Live Mentor, en parle pas mal. Je ne sais pas s'il a écrit un livre, mais il a fait pas mal de podcasts sur le sujet. C'est pas un tabou, c'est pas être faible, c'est juste qu'en fait, on vit, on respire, on mange et on dort notre boîte. C'est normal parce que c'est le départ et c'est là aussi où c'est important rapidement d'avoir fait un plan de match et de savoir qu'à un moment donné, il faut vite être une équipe pour justement pouvoir prendre du recul et pour ne pas être dans ce guidon permanent qui est nécessaire au départ, mais il faut pouvoir prendre du recul. Et quand tu entreprends en santé,
Donc évidemment, c'est extrêmement grisant, c'est passionnant. En plus, au départ, on fait tous les métiers. Donc en fait, on passe notre temps à apprendre des choses, comme on fait sur le site internet, parce qu'on peut pas tout déléguer. Donc faire son site internet, utiliser des petits logiciels, on est tout le temps en train d'apprendre. On fait des rencontres exceptionnelles. Enfin, surtout moi, sur mon sujet, je rencontre des femmes formidables, des soignants formidables. Ce matin, j'étais en ligne avec une clinique avec qui on va mettre en place justement toute cette partie accompagnement pour l'hôpital. Ce sera un test et j'espère que ça va se faire. Et enfin voilà, c'est d'une richesse absolue. Mais pour moi, si tu veux, le pendant, c'est des grandes phases de découragement qui sont normales, surtout quand on est solo founder. La difficulté aussi, moi, d'éduquer quelque part sur un sujet dont on parle peu, alors que quand on parle aux femmes qui l'ont vécu, il n'y a même pas besoin d'expliquer. Donc ça rend aussi les choses difficiles, le quotidien difficile. Et le fait d'entreprendre en santé, dans mon sujet, moi, je me prends aussi beaucoup la grande détresse des femmes. Et je suis clairement pas assez protégée au départ. Et si tu veux, l'envie d'aider plus, enfin, avec la détresse des femmes qui t'arrivent et la difficulté à trouver des fonds pour faire grossir ta société et réussir à lui donner l'ampleur nécessaire pour répondre à cette détresse, ça te met des fois dans une situation qui est extrêmement difficile et qui peut être très, très, très lourde au quotidien. Et donc voilà, moi je dis franchement, c'est une aventure exceptionnelle, mais faut pas la faire si on n'est pas dans un mindset où on a un mindset de guerrier et c'est pas un jugement de valeur, c'est juste que ça va être très dur. Ça va être aussi passionnant que c'est très dur. Et aussi dire, franchement, c'est un message parce que depuis Vivatech, j'ai eu une belle couverture presse, il s'est arrivé plein de choses magnifiques. Les couvertures presse, l'aspect successful de certaines choses ne veut pas dire que l'entrepreneur va bien. Je vais bien, vous inquiétez pas, mais je veux dire, ne veut pas dire que c'est facile et que c'est du tout cuit et que c'est venu et que c'est normal. C'est un travail énormissime. J'ai eu une couverture par BFM Business, Les Échos et Brut. Ça fait 1 an que je les contacte. Je n'ai jamais réussi à les avoir. C'est parce que là, j'étais sur le salon que Wounded Woman a été mise en avant sur la lait à impact, qui sont venus vers moi. Je ne les ai même pas contactés. Je veux juste faire passer le message que entreprendre, c'est très dur et qu'il ne faut pas se dire « Ah bah c'est normal, on la voit un peu partout et tout ». C'est pas vrai, c'est faux. Et c'est valable pour même des grands noms et des gens aujourd'hui qui sont très installés. Au départ, ils sont vraiment partis de rien. Donc, il faut garder la foi et ça sera un moment votre tour, mais surtout, c'est énormément de travail. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Merci beaucoup de le rappeler parce que c'est hyper important de le savoir. C'est émotionnellement, psychologiquement très difficile, encore plus quand tu as un projet qui touche au bien-être, à la santé. Donc, merci pour l'honnêteté de désacraliser le côté entrepreneuriat paillette. Ouais. Il y a Essalia qui demande comment tu fais en étant maman pour avoir réussi à être sur tous les fronts. Ouais. Question que malheureusement on pose peu aux hommes. Ouais, bien sûr. Mais en fait, si tu veux, finalement, en fait, moi, je reviens sur cette question parce que il y a des hommes qui sont hyper proches de leurs enfants. Genre, leur enfant pleure, eux aussi, ça leur fait un truc dans le ventre. Mais c'est quand même une minorité. Toi, quand t'es mère, t'as beau avoir un taf que t'adores, il va quand même se passer un truc, c'est qu'il se passe un truc dans tes viscères que tu n'as pas anticipé. Donc, le fait que ça peut être un sujet plus pour les femmes que pour les hommes à certains moments, moi, ça me gêne pas parce qu'en fait, je l'ai vécu et c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ta tête, elle veut bosser et en même temps, ton cœur, il est avec ton enfant. Donc, toi, tu es tout le temps dans cette dichotomie-là et c'est ça qui est dur. J'ai envie de dire qu'entreprendre, moi, j'ai 2 enfants en bas âge de moins de 4 ans, c'est très dur, mais c'est aussi génial parce que le fait d'avoir 2 enfants en bas âge, j'ai no time, les gars. C'est-à-dire que ma journée, elle est hyper timée. J'ai pas le temps de m'éparpiller. Et le fait d'avoir mes enfants, ça m'oblige à être d'une efficacité monstrueuse. Ça a aussi des côtés frustrants parce que quand j'ai pas fini ma journée et que c'est l'heure d'aller les chercher, forcément des fois il faut que je me prenne un petit sas en mode ok, c'est pas grave, on a déjà fait tout ça et c'est très bien, et switcher en mode maman. Mais c'est très possible, ça demande une grosse organisation. J'ai aussi un conjoint qui est très impliqué dans ma vie de famille, c'est-à-dire que je ne porte pas seule ma famille, on est 2. C'est aussi un choix, hein, je me suis choisi lui pour ça. Et je le remercie d'ailleurs, parce que sans ça, évidemment, ça ne marche pas. Il faut être bien soutenu, une bonne organisation. Et justement, en fait, vous avoir des enfants, ça vous aide à être très efficace et à ne pas vous éparpiller. Vous allez choisir les sorties que vous faites, vous allez choisir les soirées où vous êtes invité, et ça va vous aider à être plus efficace, en fait. Mais c'est dur, mais c'est possible.
Génial. Merci beaucoup, Audrey. C'est la première fois que je rencontrais Audrey, pour info. C'est une super belle rencontre. Merci. Comme tu le dis, tu vois, en ce moment, il doit y avoir enfin, que tu commences à du coup récolter tout le fruit de ton travail, à être plus visible. C'est comme ça que je t'ai repéré sur LinkedIn et que tu peux faire ce live aujourd'hui qui, j'espère, continuera de te faire connaître. Je vois qu'il y a plein de personnes qui te disent un grand merci, Ah, qui te disent, merci. que tu as un courage remarquable, que c'est exceptionnel, que Oh, ils vont te merci. contacter, Cette description. ils vont te contacter sur LinkedIn. Donc, je pense qu'il y en a plein qui vont vouloir continuer la conversation avec toi après. Je vois des cœurs qui arrivent dans le Ah chat. oui, moi aussi, je les vois. Ah, merci. En tout cas, mille merci pour tout ce que tu fais. Vu qu'on a encore les 2 minutes, une toute petite dernière question. Euh, euh, il y a 5 ans, si on me disait que tu allais devenir entrepreneur, tu aurais cru ou pas du tout? Je me serais dit, waouh, je vais avoir les balls de le faire. Ouais. Et j'aurais été heureuse qu'on me dise que j'aurais eu le courage de le faire. Et d'ailleurs, tu vois, je remercie mon fils parce que je lui dis, tu vois, c'est grâce à toi. Oh, ça va m'émouvoir, dis donc. Je lui dis, tu vois, c'est grâce à toi parce que ça a été un énorme moment de souffrance dans ma vie. Et au final, aujourd'hui, ben, tu vois, il y a plus de 200 femmes qui portent la lingerie qui sont soulagées. Quand je vois l'impact qu'il y a eu, je vais terminer là-dessus, tu vois. Il y a l'impact que ça a eu sur le salon. C'est la phrase que j'ai donnée à Vivatech qui m'a demandé un retour. Je parle beaucoup de Vivatech, c'est la première fois qu'il y a eu autant de monde. En fait, j'ai jamais vu autant de monde. Il y a un jeune homme de notre âge, tu vois, qui a dit je ne pensais pas apprendre quelque chose d'aussi important un jour dans ma vie, encore moins ici à Vivatech. Merci d'avoir créé cette boîte. Et bah, tu vois, le fait que ça vienne d'un homme qui, a priori, il n'a pas vécu dans sa chair et qu'il n'y avait pas de femme autour de lui qui l'avait vécu, je me dis, bah, rien que ça, tu vois, bah, presque, c'est tout gagné, quoi. Mm. Donc, voilà. Mille merci Audrey, c'était passionnant. Je vois des waouh dans le chat et tout. Ah, merci. J'ai envoyé ton LinkedIn, ton site, le lien vers ton podcast. Mille merci et à très très bientôt. Merci Oui, à Audrey. très bientôt. Et bravo, c'est génial ce que vous avez fait. Franchement, c'est canon. Bravo. Allez voir tous les lives. Ouais, ils sont super chouettes les lives. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.